15h sur Télé Djibouti. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti pour votre nouvelle édition du 15h qui sera dominée par ce matin le président de la République qui a présidé la cérémonie marquant la promotion des 250 premiers ingénieurs formés à la faculté d'ingénierie de Djibouti. Cette étape qui symbolise et illustre l'engagement du pays dans le développement humain. Et à Gaza, le poste frontière reliant la bande de Gaza à l'Égypte a réouvert partiellement, mais sous des restrictions assez strictes. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé cette cérémonie qui promue 250 ingénieurs. Sous le patronage du chef de l'État, son Excellence Omar Guelleh, qui a célébré ce matin la promotion des 250 premiers ingénieurs formés à la faculté d'ingénierie de Djibouti. Cette cérémonie qui s'est tenue à Aïla Hotel, inaugurée en 2019, l'initiative du chef de l'État, la faculté d'ingénierie est vite devenue un pilier stratégique du développement national. Yeski amanka garabkaga jogo ducaan gudayba gudkaga saarnaye ila soo dhawo. Et dotée d'équipements modernes et d'outils pédagogiques de pointe, elle forme une nouvelle génération d'ingénieurs prêts à accompagner. À son arrivée, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ainsi que le président de l'Université de Djibouti, M. Jam' Mohamed Hassan. Cette cérémonie qui a mis à l'honneur les nouveaux ingénieurs, saluant ainsi leur persévérance et leur engagement. Elle a aussi rappelé que l'ingénierie reste un levier clé pour le développement durable du pays.
fois de la salle, la cérémonie célébrant les 250 ingénieurs formés à la faculté d'ingénierie de Djibouti, qui s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et festive. Plusieurs artistes nationaux ont animé l'événement à travers des chants et des performances, mettant en avant et en valeur la richesse culturelle du pays. Cette atmosphère de joie et de fierté collective a souligné l'importance de cette réussite, non seulement pour la famille et les proches des diplômés, mais aussi à l'ensemble de la communauté universitaire. Événement hautement symbolique reflète également le fruit de notre travail acharné, d'une politique claire portée par le président de la République, son Excellence Paul Marguerite, visant à renforcer les capacités humaines, techniques du pays pour soutenir un développement durable et ambitieux. La qualité de la formation dispensée à la faculté d'ingénierie repose sur un curriculum riche et diversifié, élaboré en partenariat avec la Technical University of Istanbul en Turquie. Ce partenariat stratégique qui a permis d'intégrer les standards internationaux, les approches pédagogiques modernes et outils technologiques. Le président de la République, la cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, le Premier ministre, comme l'ai-je dit tout à l'heure, le président de l'Assemblée nationale, Délété Mohamed Dileïta, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et plusieurs autres membres du gouvernement, du Parlement, des ambassadeurs des pays amis, des représentants d'agences onusiennes, des personnalités civilo-militaires, ainsi que le personnel et étudiants de l'université de Djibouti. Cette célébration grandiose organisée à Ila Grand Hôtel a été l'occasion de mettre l'excellence de la formation et l'engagement du pays dans le développement de son capital humain afin de développer tous les secteurs du développement économique. Place aux interventions, outre les Djiboutiens, autres étudiants ont aussi profité de cette université d'ingénierie. Écoutons un témoignage. Arrivé à Djibouti, je ne me suis jamais senti étranger. Les valeurs partagées, la solidarité, le respect et l'accueil chaleureux m'ont immédiatement rappelé que j'étais dans un pays frère. En découvrant Djibouti, j'ai compris que ce pays portait pleinement son nom de terre de rencontres et d'échanges. À la faculté d'ingénieurs, mes camarades et moi avons été reçus avec bienveillance. Alhamdulillah, ala hadhihi ni'ma. Nous y avons découvert des infrastructures modernes, des laboratoires bien équipés et un enseignement de haut niveau, exigeant mais très motivant. Beaucoup d'entre nous
n'auraient jamais imaginé évoluer dans un tel environnement académique en Afrique. Au fil du temps, nous avons pleinement mesuré la chance qui nous était offerte, la stabilité du pays, la sécurité et l'accès aux ressources universitaires nous ont permis de nous consacrer entièrement à nos études. Outre cet étudiant étranger, ont entendu cet auditoire le discours des doyens de la faculté de l'ingénierie. Écoutons ensemble. L'obtention de mon diplôme d'ingénieur en 2019, nous avons eu le privilège de faire partie de lauréats pour lesquels vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez souhaité la poursuite des études doctorales afin de préparer la relève académique. Aujourd'hui, les résultats sont là grâce à vous, Monsieur le Président de la République. Ces parcours exigeants nous a conduit à l'obtention du doctorat pour 8 d'entre nous, dont 3 filles. En génie électrique pour 2 uns et en génie civil pour d'autres. Aujourd'hui, nous célébrons les 250 ingénieurs issus d'une formation exigeante, encadrée par des enseignants compétents, dynamiques et déterminés, soutenus par votre leadership. Ces succès est le fruit d'un travail collectif, d'une persévérance constante et d'une foi profonde dans le potentiel de notre jeunesse. Monsieur le Président, aujourd'hui, en voyant nos étudiants devenir ingénieurs, insérés dans le monde professionnel ou engagés dans la recherche, nous mesurons le chemin parcouru de cette première année. Cette réussite est une source de fierté pour l'Université de Djibouti, pour ses enseignants, mais pour aussi la nation tout entière. Au nom de l'ensemble du corps enseignant de la faculté d'ingénieurs, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser nos remerciements les plus sincères. Votre soutien indéfectible, votre confiance et votre engagement constant en faveur de la jeunesse djiboutienne. Nous célébrons aujourd'hui un moment historique, la cérémonie de 250 premiers diplômés formés à Djibouti, fruit d'une vision claire de Monsieur le Président, de vous, Monsieur le Président, de votre leadership déterminé et de votre engagement sans faille en faveur du capital humain national. Excellence, Monsieur le Président, notre mission est de former des ingénieurs d'excellence engagés pour le développement durable, innovant et capables de répondre aux besoins de l'économie nationale. En constante évolution, la faculté s'adapte aux exigences du marché. L'introduction récente du génie informatique témoigne de notre capacité à anticiper les besoins sectoriels avec l'ouverture prochaine du génie maritime qui renforcera davantage notre offre de formation. Les curricula de nos formations ont été abordés avec l'appui de l'Université technique d'Istanbul ainsi que de nos partenaires sectoriels. Cette approche collaborative garantit un double ancrage, l'alignement aux standards internationaux d'une part et la prise en compte des spécificités et des réalités de notre pays d'autre part. Attachée à l'excellence, l'Université de Djibouti s'inscrit aujourd'hui dans une démarche d'accréditation ABET pour les filières d'ingénierie, un levier essentiel de crédibilité académique et d'employabilité internationale. Je salue ici le travail remarquable des enseignants qui ont formé nos ingénieurs, ainsi que celui de l'équipe administrative qui, souvent dans l'ombre, rend cette ambition collective possible. Ensemble, nous relevons ces défis. Écoutons à présent le président de l'Université de Djibouti, inauguré en 2019. Cette faculté a déjà donné des résultats et n'en restera pas là. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de commencer mes propos pour vous remercier de nous honorer de votre présence aujourd'hui à cette cérémonie de célébration des 250 premiers ingénieurs formés dans notre pays. Fruit de votre vision stratégique avec la création en 2013 de cette faculté d'ingénieurs, vous avez donné à notre pays l'outil indispensable à la transformation de son futur. Dans un monde où la révolution technologique et les changements globaux bouleversent les équilibres. En plus
En effet, plus qu'un métier d'avenir, l'ingénierie est un métier qui fait l'avenir. L'avenir est un espace d'action à façonner par l'imagination et la volonté. Et pour cela, nous avons besoin d'ingénieurs, de jeunes femmes et hommes capables de mettre leurs compétences techniques et scientifiques au service de la société dans le respect de la vie et de l'environnement. C'est très important. Cependant, il a fallu de l'audace pour façonner cet avenir. Il a fallu surmonter les nombreux défis qu'implique un tel projet, tant sur le plan des infrastructures, des équipements pédagogiques et de la formation d'un corps d'enseignants de haut niveau. Alhamdulillah, la faculté d'ingénieur est aujourd'hui la plus grande des facultés en termes de superficie, avec des investissements lourds en équipements modernes, parfois uniques dans la région, et des laboratoires de recherche de pointe. Conformément à votre volonté, Monsieur le Président de la République, elle a aussi formé une cohorte de brillants jeunes ingénieurs, docteurs, majeurs de la première promotion qui, depuis cette rentrée universitaire, prennent progressivement la relève de leurs professeurs et désormais collègues turcs d'Istanbul Technical University, que nous remercions pour leur soutien et appui depuis toutes ces années. Place à présent au discours du ministre de l'Université, donc au discours de l'enseignement supérieur, pardon. Le succès enregistré par cette faculté a commencé tout d'abord par une confiance. La confiance et l'honneur que m'a accordé le chef de l'État dans la conduite du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et dans la création de cette faculté. Monsieur le Président, je vous en remercie pour votre appui, votre écoute et vos encouragements pendant mes moments de doute. Ces encouragements sont constamment renouvelés par la Première Dame, qui exprime chaque fois la même joie et la même émotion devant le succès de nos jeunes et la réussite des jeunes de la nation. Ce succès s'est construit grâce à tous ceux qui nous ont aidés. Je tiens à remercier le Royaume d'Arabie Saoudite et le Fonds saoudien pour le financement de la construction de cette belle faculté d'ingénieurs. Ce succès s'est construit, Monsieur l'ambassadeur de Turquie, avec votre pays. Grâce à l'aide pédagogique, à toutes les portes universitaires que vous nous avez ouvertes. Mesdames et messieurs, nous entrons, ça a été dit, dans une nouvelle ère où la technologie, la recherche, les partenariats internationaux ouvrent des nouveaux horizons qui font que notre ambition ne s'arrête pas là. Parce que dans ce monde difficile de turbulences, d'inquiétudes, Djibouti veut et doit désormais accélérer. Djibouti doit innover. Djibouti doit anticiper pour asseoir sa souveraineté dans la paix et le bon voisinage. Écoutons à présent le président de la République à l'issue de cette célébration, cette journée de célébration. Doté d'équipements de pointe en termes de modernité, compte contribuer à l'évolution à bien des secteurs. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de cette cérémonie de célébration des 250 premiers ingénieurs formés sur le sol djiboutien. Il s'agit d'un moment marquant de notre histoire éducative et de notre trajectoire nationale dans la conquête de la souveraineté, des compétences. En contemplant ce résultat,
je mesure le chemin parcouru. Notre pays sort progressivement d'un système de formation longtemps marqué par son caractère élitiste, par la rareté des filières techniques de haut niveau et surtout par une insuffisance de ressources humaines pour accompagner le développement national. Aujourd'hui, notre pays fait la preuve qu'il est capable de former chez lui des profils stratégiques dont il a besoin. La filière ingénieur occupe à cet égard une place particulière. Elle se distingue des autres parcours de formation par sa transversalité et son exigence scientifique, car l'ingénieur est à la fois concepteur, innovateur et bâtisseur. Il est au cœur des choix structurants qui engagent l'avenir d'une nation. C'est pourquoi j'ai toujours considéré l'investissement dans le capital humain comme l'axe le plus fiable et le plus durable du développement. Nous savons tous que les ressources naturelles peuvent s'épuiser, que les conjonctures peuvent fluctuer, mais une nation qui investit dans l'intelligence, les compétences et la créativité de sa jeunesse se dote d'un levier de croissance solide et durable. Mesdames et messieurs, les ingénieurs que nous célébrons aujourd'hui ont un rôle déterminant à jouer. Ils vont contribuer activement à la diversification de notre économie. Ils vont impulser un nouveau dynamisme au secteur industriel. Ils vont aussi soutenir l'émergence d'activités à plus forte valeur ajoutée, améliorer la compétitivité de nos entreprises et optimiser les procédés industriels. Leur expertise sera donc indispensable et attendue dans beaucoup de domaines. Fier d'assister à cette journée de célébration en l'honneur de ces 250 ingénieurs, voici la deuxième partie du président. Trop souvent encore, nos entreprises font appel à des compétences étrangères, faute de profils nationaux disponibles ou suffisamment valorisés. L'heure est venue d'inverser cette tendance. Les compétences djiboutiennes existent désormais. Elles doivent être reconnues, intégrées et considérées. Les secteurs porteurs sont nombreux. Il y a le secteur des énergies renouvelables qui constitue un enjeu stratégique pour notre souveraineté énergétique. Il y a le secteur des technologies numériques destiné à devenir le moteur de la transformation économique et administrative. Mais il y a aussi le secteur de l'environnement, dont la protection et la gestion durable exigent des expertises pointues. J'en appelle donc solennellement à nos entreprises à miser sur le potentiel local, car recruter un ingénieur djiboutien, c'est investir dans la compétence nationale. C'est renforcer l'économie du pays, c'est participer à l'effort collectif de développement. Mesdames et messieurs, je ne veux pas éluder ici les défis de l'insertion professionnelle auxquels sont confrontés nos jeunes diplômés. Ces difficultés sont souvent liées à l'inadaptation entre la formation et le besoin du marché du travail. C'est pourquoi nous devons renforcer le dialogue entre nos institutions de formation, l'État et le secteur productif, pour assurer ainsi une meilleure articulation entre le savoir académique et les exigences professionnelles. Chers lauréates, chers lauréats, vous voilà porteurs d'un savoir précieux, mais aussi d'une responsabilité, celle de mettre vos compétences et votre créativité au service
de votre nation. Djibouti compte sur vous pour que votre réussite individuelle contribue à la réussite collective. Donc, ayez confiance en vous, osez innover, osez entreprendre et gardez toujours à l'esprit que le développement de notre pays est une œuvre commune. Je vous félicite chaleureusement pour votre parcours. Vive la jeunesse djiboutienne, vive l'excellence et le savoir, vive la République de Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après ces félicitations du chef de l'État, écoutons une série de réactions des participants et bénéficiaires de cette journée. La cérémonie, c'est en l'honneur des 250 ingénieurs de Djibouti depuis la création de la faculté d'ingénierie en 2013. Et vraiment, on est très contents, on aime bien l'atmosphère et on est ravis d'être là. Ce qui m'a poussé, c'est que j'ai toujours été passionnée par l'informatique. Ça m'a permis de continuer mes études au sein de la faculté d'ingénierie. Il y a aussi la filière que je voulais faire, la cybersécurité. Et aussi, la faculté d'ingénierie est une faculté reconnue pour sa formation, non seulement dans l'Afrique et aussi à l'international. Elle est reliée à Londres. Aussi, il y a mes camarades qui sont avec moi et c'est un environnement motivant et très enrichissant. Nous remercions l'ensemble des acteurs clés qui ont permis l'inauguration et l'installation de cette faculté, de la cérémonie et tout ce qui est inclus. Je crois qu'il faut prendre en compte que ces 250 ingénieurs formés dans notre pays est un facteur clé de développement que notre pays est en train d'avancer, en marche. La qualité est excellente, les profs sont excellents. Tout est parfait, je crois qu'il n'y en a rien à dire sur la qualité. La qualité est la meilleure qu'on peut avoir sur notre pays. Je suis très honoré qu'il y ait autant d'ingénieurs diplômés dans notre faculté d'ingénierie. Ensuite, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'ingénieurs qui seraient sortis de cette faculté, étant dit qu'il y a plusieurs autres ingénieurs qui viennent de l'extérieur. Donc c'est vraiment un grand honneur de pouvoir être présent à cette cérémonie et d'y participer. Comparé aux autres élèves de l'autre université, qui eux n'ont pas la possibilité d'étudier dans leur pays et n'ont pas de master, nous avons la chance de pouvoir étudier dans notre faculté jusqu'à l'année de 5e année. Donc c'est vraiment une grande opportunité que nous devons saisir. Social à présent, mercredi 4 février, Dora, la plus vaste et plus peuplée de la sous-préfecture de la région, a vibré au rythme de la Semaine nationale de la solidarité. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail Abdou, s'y est rendue pour une visite de terrain très attendue, marquée par la proximité, l'écoute directe des habitants. Pour ce déplacement stratégique, elle était accompagnée d'une délégation de niveau aux côtés des autorités régionales de Tadjoura. Des officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes étaient présents, soulignant la coordination essentielle entre le social et le militaire pour acheminer l'aide jusqu'aux zones les plus isolées. Sous le soleil de Dora, pas de longs discours, mais un dialogue franc avec la population. Les habitants ont rejoint par des familles des villages voisins, ont partagé leur réalité, leurs besoins. Les discussions qui ont porté sur les enjeux clés, renforcer les infrastructures de santé locales et soutenir ainsi l'autonomie économique des ménages les plus vulnérables. Oh,
durant cette rencontre avec la population, la ministre a pris note de chaque urgence. Fidèle à l'esprit de la Semaine nationale de la solidarité, a rassuré la population des actions concrètes qui seront mises en œuvre pour améliorer leur quotidien. Les comités de gestion communautaire, le CGC, ont également félicité et encouragé. Ainsi, ce groupement de femmes très actives ont exprimé leur gratitude et ont promis de soutenir, le président de la République. Ainsi, lors de sa rencontre avec la population, Mariam Kako, coordinatrice ainsi du comité de gestion communautaire, le CGC, a rappelé l'importance de ces infrastructures dans le développement local. Elle a également souligné que les CGC ne sont pas que des simples entités administratives, mais bien des piliers essentiels chargés notamment d'identifier les besoins prioritaires des communautés. La coordinatrice a également exprimé sa reconnaissance envers les partenaires qui soutiennent cette initiative. Elle a également salué la vision stratégique et l'engagement du ministère de la Solidarité et sociale, ainsi que l'appui technique et opérationnel de la DDS, indispensable à la mise en œuvre efficace des programmes sur le terrain. Autre intervention, les parlementaires de la région de Tojora, M. Omar Aden et Mme Ouma Mohamed, ont tour à tour pris la parole et ouvert leurs allocutions, saluant chaleureusement la population de Dora et saluant ainsi l'hospitalité de ses habitants. En tant que représentant de la région, il s'en fait les porte-parole des citoyens, mettant en avant les défis majeurs auxquels la sous-préfecture est confrontée. Ainsi, leur intervention a permis à mettre en lumière les difficultés d'accès aux services de base ainsi que les problématiques liées à l'isolement et aux ressources locales. Le président du conseil régional a également, quant à lui, centré son discours sur l'autonomisation financière des habitants. Il a également insisté sur l'importance de deux leviers essentiels de développement, la caisse d'épargne et de crédit, pour encourager l'entrepreneuriat et l'investissement local, ainsi que les caisses de solidarité pour renforcer la résilience des foyers face aux imprévus. Ainsi que de son côté, le préfet a adressé un message de confiance. Il a également assuré les habitants du Nord que leurs préoccupations étaient entendu au plus haut niveau et confirmé que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités mobilisera tous les moyens nécessaires pour transformer cet échange en actions concrètes visant à améliorer durablement les actions en vie sous la sous-préfecture. Ainsi, le sous-préfet a promis de mettre en action ses promesses. Ainsi, durant cette rencontre a eu également lieu des doléances. Les habitants de la sous-préfecture ont présenté à la ministre une liste de demandes prioritaires reflétant leurs besoins urgents en matière d'infrastructures et de services sociaux. Parmi les principales requêtes, la population a fortement insisté sur l'extension des mécanismes financiers de proximité. Ils demandent également l'installation de la caisse de crédit et de solidarité dans plusieurs localités et sous-localités pour faciliter l'accès au microfinancement et renforcer l'entraide communautaire. Le renforcement des infrastructures de base constitue également une priorité, la réhabilitation des écoles existantes afin d'offrir aux élèves un cadre d'apprentissage digne, ainsi que la construction de nouvelles mosquées pour répondre aux besoins spirituels et sociaux des communautés. Enfin, l'absence ou l'insuffisance des moyens de transport scolaire a été également signalée lors de ces échanges comme un obstacle majeur pour les enfants des zones les plus reculées. À Dora, donc, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Olof Esmaïl Abdouf, prend la parole pour détailler les actions concrètes destinées à améliorer la vie des habitants. Écoutons ensemble. Dori Makabanai, Dori Kasle, Dori Sayoy, Dori Undanaita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Itin'iko ayyamah sinfan nahayto, ada amatem yol farhatele.
كنا بالغ ريوي يو أبتيني قد جيا. C'est la troisième fois que je viens à Dora parce que Dora c'est la sous-préfecture la plus peuplée de la région de Tadjoura et le président nous a instruits pour que nous puissions donner une attention particulière à cette sous-préfecture qui est une grande sous-préfecture qui est habitée, peuplée également, qui fait face à plusieurs défis. Je voulais tout d'abord vous adresser les meilleurs vœux du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et de la première dame, Hajia Khadra Mahmoud Haïd, pour ce mois béni du mois de Ramadan. Inch'Allah, les opérations de distribution des kits alimentaires pour le mois de Ramadan. Donc j'aimerais déjà vous informer que cette année, le président de la République a décidé de doubler la quantité pour la sous-préfecture de Dora pour les opérations de Ramadan. Ce local dans lequel nous sommes, donc on sait qu'il faut une réhabilitation. Engagement que nous prenons, bi'iznillahi ta'ala, que vous allez fêter le 27 juin prochain avec un local réhabilité, bi'iznillah. Inch'Allah également au niveau des filets sociaux, comme vous l'avez abordé, il y a déjà des programmes en cours, mais ce que je vous annonce également, c'est que nous avons en 2026 le nouveau programme qui s'appelle Khayrat, et qui va également lotir, en fait, en tout cas, vous serez excellemment bien servis. Chaque action que nous faisons, chaque localité où nous allons, la Première Dame veut s'imprégner de la situation des femmes de Dora, mais partout dans le pays, là où nous passons. Elle nous demande d'accorder une attention très particulière aux femmes. Elle dit souvent, et elle le redit, que le développement d'une nation, le développement d'une société ne passe que par l'émancipation de la femme et par son autonomisation. Je suis vraiment très fière des caisses. Il y a 8 caisses dans l'ensemble de la sous-préfecture de Dora. Nous avons ouvert 8 caisses d'épargne et de crédit. Donc d'ores et déjà, j'aimerais annoncer aux femmes des caisses de Dora, de Malaho, de Balho, que également nous allons mettre à votre disposition des bagages de transport et des bagages de produits également, biiznillah. Les localités dans lesquelles nous allons annoncer les nouvelles caisses d'épargne et de crédit. Andaba, Margoita, Ot'oy, Mankour, Hangade, Garabtou et Firou auront leur caisse, Inch'Allah. Balho et Malaho, qui n'ont pas de caisse de solidarité. Nous allons donc installer une caisse de solidarité. Cette caisse de solidarité pourrait servir pour les écoliers, pour leur transport. Donc là, on annonce une caisse de 1 million pour Malaho et une caisse de 1 million pour Balho, Inch'Allah. Et Inch'Allah, Doubté aura sa propre mosquée dotée de solaire, biiznillah. Je voudrais juste que les enfants de Doubté puissent également apprendre le Coran dans cette mosquée, biiznillah. Pour Mankour, on essaie de faire le nécessaire et surtout dans les localités les plus reculées. L'armée également, elle a un rôle social et elle le prouve tous les jours. Les forces armées djiboutiennes s'engagent à recruter à partir de Dora très prochainement. Nous, avec le ministre de la Défense, nous avons été à Garabtissan. C'est engagé avec l'armée djiboutienne à construire l'école de Garabtissan, à réhabiliter les locales pour les femmes, mais également nous nous sommes engagés également pour une mosquée et un solaire à Garabtissan. C'était donc les propos de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité en contact direct avec la population de Dora. Diplomatie à présent, la République Djibouti participe aux travaux des conférences ministérielles indo-arabes qui s'est tenue du 30 au 31 janvier 2026 à New Delhi, en Inde. La délégation djiboutienne conduite par Ahmed Ali Bri, ambassadeur de Djibouti au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, représentant également du ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement djiboutien, Abdelkader Hussein Omar. Il était accompagné à l'issue de cette rencontre par Issei Abdillahi Assoui, l'ambassadeur de Djibouti en Inde, Orbi Alf, conseiller technique auprès du ministère des Affaires étrangères également, Ali Kamil, conseiller auprès de l'ambassade, Monsieur Omar Hussein Abdallah, conseiller de l'ambassade de Djibouti au Caire. Durant ces 2 jours, la délégation a d'abord pris part au premier jour à la 4e session du Forum de coopération arabo-indien, réunissant ainsi des hauts responsables pour discuter du programme d'action. La 2e journée la délégation a participé à la 2e session de conférence ministérielle au niveau des ministres des Affaires étrangères, adoptant ainsi la déclaration de New Delhi. La délégation djiboutienne a également salué les efforts de l'Inde pour renforcer la sécurité et la stabilité de la région arabe et de l'Afrique de l'Est, exprimant ainsi la gratitude de la République de Djibouti pour la position noble et du gouvernement indien à l'égard des causes arabes majeures et
particulièrement la Palestine. Elle a également donc souligné l'importance de la coordination des efforts entre les deux parties afin de préserver l'unité et la souveraineté des États. Éducation a cette fois-ci une troupe joyeuse de 200 personnes embarquées à bord d'une cinquantaine de véhicules tout-terrain ont envahi le désert de Gobad en route vers le site touristique de l'Aqabé. Au départ d'As'ila, le convoi s'engage dans une vaste plaine aride parsemée de dunes et de paysages désertiques. La joyeuse caravane composée de cyclistes, du staff technique de la PES, des ambulanciers de la protection civile et militaire lourdement armés en protection est saluée sur son passage par les habitants paisibles de la localité de Koutaboya et de Garsali Daba. L'occasion pour découvrir très rapidement ces paysages lunaires et observer le mode de vie rustique des nomades. Les régiments d'éjikil des forces armées djiboutiennes partis tôt le matin a déjà installé plusieurs tentes et des lits de camp dans le cours de l'école de l'Aqabé en contrebas de la Nem Farm sous une montagne aride qui surplombe l'immense étendue de l'Aqabé. Arrivé au crépuscule joyeusement, le convoi sur place, ainsi que la Sovereign Carbon Agency qui projette des films pour les enfants au profit des élèves des écoles. Au petit matin, la caravane se lance dans une balade pour découvrir le site naturel de l'Aqabé, peuplé d'une faune et flore sauvages, au milieu des cheminées où se côtoient bizarrement des chacals et des gazelles et des phacochères. Moment propice sur la poste de Djibouti qui présente le timbre de la série, un timbre d'une localité consacrée à l'Aqabé. Des cartes postales représentant la localité sont distribuées aux participants afin qu'ils puissent envoyer à leurs proches. Puis la seconde étape du tour de Djibouti en vélo s'élance sur le même tempo qu'hier sur cette piste sableuse. Le sol est meuble par endroits avant de laisser donc place à des parcours plus rudes et la différence commence à se faire une trentaine de kilomètres avant la pluie vaillant. Les plus vaillants ne se détachent définitivement du peloton et se lancent dans un sprint final pour franchir la ligne d'arrivée au village de Koutaboya. Des restrictions strictes accompagnent la réouverture partielle du poste frontière de Rafah. Le poste frontalier de Rafah a été partiellement réouvert lundi. Toutefois, les mouvements de passage restent extrêmement limités. Seul un petit nombre de Palestiniens a été autorisé à quitter la bande de Gaza ou à y revenir dans un contexte de restrictions assez sévères encadrant les déplacements. Rafah constitue l'unique lien de la bande de Gaza avec le monde extérieur en dehors d'Israël. Néanmoins, le passage par ce point frontalier demeure soumis à des procédures strictes placées sous contrôle militaire israélien, ce qui réduit considérablement la liberté de circulation des personnes. Selon le témoignage des Palestiniens ayant réussi à organiser la bande de Gaza récemment, ceux-ci auraient été confrontés à un traitement difficile de la part des forces israéliennes, des conditions éprouvantes et des mesures contraignantes. Cette réouverture partielle intervient alors que la situation humanitaire dans la bande de Gaza demeure préoccupante, l'ouverture des points de passage étant considérée comme un élément essentiel pour alléger les souffrances des populations face aux restrictions persistantes imposées à ces déplacements. Ce sera tout, donc merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. Merci à l'équipe de la régie.